Une des choses que j'ai aussi envie de faire en tant que végane, c'est de visibiliser les moments où les animaux ne se laissent pas faire, où ils refusent. Parce qu'en fait, je pense que ça peut être source d'inspiration pour d'autres luttes, et pour la lutte féministe, par exemple. On voulait remercier grandement la salle L'Autre Scène qui accueille cette conférence et toute l'organisation du Festival Pluriel. Vous avez les programmes à l'entrée, il y a vraiment une programmation en art qui crée du mouvement et des super thématiques dans la ville. Donc, merci à eux. Donc la conférence gesticulée, ce sera jusqu'à environ 19h, 19h05. On a pris un tout petit peu de retard pour attendre les derniers. Et ce sera suivi d'un petit buffet convivial avec un temps pour discuter et pouvoir donner son avis, son opinion. Est-ce qu'on a été d'accord ou non avec ce qui a été dit? Et un petit mot aussi sur qu'est-ce que c'est qu'une conférence gesticulée. C'est une conférence, donc aborder un sujet. Une personne choisit une thématique qui l'interpelle, qui l'intrigue, et elle va parler en lien avec ça de son vécu sur ce sujet. Donc ça part de choses souvent qui peuvent être très personnelles, de ce qui la touche, mais en prenant en compte la vie d'autrui. Et ça implique un regard très politique, qui inclut aussi la vie de tous. Et ça permet de distiller d'une façon animée, parce que vous allez voir que c'est très vivant, avec des chants, une façon un peu théâtralisée de présenter les choses. Donc on peut faire passer des connaissances plus théoriques sur des sujets de façon bien agréable. J'espère que vous allez passer un très bon moment, et je vous laisse en compagnie de Lucie qui a écrit cette conférence. Merci. Bonsoir tout le monde et merci Mels pour la petite introduction. Ça me fait plaisir de vous voir dans cette salle et de jouer à Célesta. Alors c'est la deuxième fois que je joue cette conférence gesticulée. La première fois c'était il y a 6 mois et donc j'ai dû me replonger dedans, donc je vais encore avoir mes notes sous les yeux parce que c'est encore un peu frais comme exercice pour moi. Du coup je vais commencer par me présenter un petit peu vu que je vais vous parler un peu de moi, que vous sachiez qui je suis, d'où je viens. Donc je m'appelle Lucie, j'ai 25 ans et je suis originaire de Nancy. Voilà, la magnifique place Stanislas. J'ai grandi du coup pas loin du centre-ville de Nancy et j'avais 2 parents qui sont profs. Du coup, les semaines, c'était un peu rythmé par les cours de mes parents, les cours qu'on avait avec ma sœur, les devoirs à la maison, les copies à corriger pour eux. En fait, mon moment préféré, en tout cas ce que je garde en moment préféré de ces années-là, c'est le dimanche, quand on prenait le temps de cuisiner un bon repas pour le dimanche midi. En général, ma maman, elle s'occupait plutôt du plat salé et puis moi, je m'occupais du dessert parce que j'adorais la pâtisserie. Et j'avais notamment une recette de gâteau au chocolat que j'adorais. Alors, toutes mes recettes, elles étaient dans un classeur vert. On les découpait dans des journaux, dans des trucs pour enfants. Et donc, la recette du gâteau au chocolat, c'était Diddle. Voilà. Diddle, à l'époque, c'était vraiment un truc super important. Et puis on se mettait à table, on discutait et puis voilà, il y avait souvent un plat de viande parce que le dimanche ma maman aimait bien prendre le temps de cuisiner quelque chose qui mijotait pendant longtemps, etc. Et voilà, et j'en mangeais mais sans plus. En tout cas moi j'avais plus d'intérêt pour les légumes et les haricots verts notamment. Quand il y avait des haricots verts, j'aimais bien les aspirer comme ça. Voilà, pour vous dire un petit peu où j'ai grandi. Du coup, quand à cette époque-là, on faisait des repas, ça arrivait aussi souvent que mes parents invitent des amis à manger, en général les amis profs de mes parents. C'était des moments super conviviaux, on se mettait autour de la table basse, et puis il y avait un endroit un peu plus pour les enfants, les jeunes, où on se mettait tranquillou comme ça à regarder des bouquins ou à discuter entre nous. Et la remarque qui venait en permanence aux amis de mes parents, c'était « Mais qu'est-ce qu'elles sont sages vos filles, elles sont toujours comme ça ?»
Et eux, très fièrement, ah oui, oui, elles sont toujours très très sages, on n'a rien fait pour, voilà. Donc j'ai très vite intégré que le fait d'être sage, c'était quelque chose de bien, quelque chose de respectable et d'important. Mais en grandissant, il y a des moments où j'avais plus très envie d'être sage. Je me rappelle par exemple d'un cours de lycée. Alors le lycée où j'étais, c'était le lycée Henri Poincaré, qui est pas très loin de la place Stanislas, qui est un lycée bourgeois, donc on était plutôt entre personnes issues de classes privilégiées. Et on était en cours de SES, Sciences économiques et sociales. Et notre enseignante nous diffuse un reportage de l'INA, donc les archives de l'Institut national d'archives peut-être. Quelqu'un qui sait mieux. Audiovisuel, très bien. Et c'était un sujet plus général sur l'égalité femmes-hommes. Et les personnes qui étaient interrogées en micro-trottoir dans les années 50-60 sont interrogées sur ce sujet. Et la plupart répondent ah oui, oui, c'est bien que les femmes soient à la maison, s'occupent des enfants, fassent la cuisine. C'est normal en fait qu'il y ait une séparation comme ça des tâches, c'est dans l'ordre des choses. Et le documentaire, il nous était montré par cette prof pour nous montrer que potentiellement les choses évoluent avec le temps, que les normes qu'il y avait dans les années 50-60 sont plus tout à fait d'actualité aujourd'hui. Et devant moi, il y avait un garçon qui s'appelle Augustin, qui réagit un petit peu à ça et qui dit ah quand même, si c'était bien cette époque-là où les femmes restaient à la maison et faisaient la cuisine et s'occupaient des enfants. Et là, moi qui ai toujours été très sage, il y a une colère qui est montée, et là, bam! Grand coup de pied dans sa chaise. Alors lui, ça l'a fait sursauter. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a ma prof, du coup, qui se tourne vers moi, qui me fait « alors Lucie, sacrée féministe ». Et je pense que c'est la première fois que j'ai entendu ce mot. En tout cas, c'est la première fois qui m'a marquée. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que c'était un sujet important pour moi. Et j'avais peut-être pas encore le mot, mais en tout cas, je commençais à toucher du doigt ce qu'on peut appeler le sexisme, le patriarcat. Alors, en gros résumé, le sexisme, c'est une manière de penser qui se dit les hommes, ça vaut mieux que les femmes. En gros résumé. Et tout ce que font les hommes, c'est vachement mieux que tout ce que font les femmes. Et ce que font les femmes, c'est qu'elles s'occupent des enfants, elles font la cuisine, elles s'occupent de toutes les tâches domestiques. Et c'est moins intéressant, moins important que ce que peuvent faire les hommes. Et vu que moi, par exemple, j'adore cuisiner, je suis un peu maniaque, j'adore faire le ménage, en fait, ça me rangeait du côté des personnes qui font des choses moins intéressantes que les autres. Sur la question du ménage, il y a une petite chanson que j'ai envie de vous chanter, qui se moque un petit peu, on va dire, du manque d'engagement des hommes dans les tâches domestiques. Je vais peut-être pas tout chanter parce qu'elle est un peu longue. Faut pas s'étonner si je m'arrête à un moment donné. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle, après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Vonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme. Comme on avait bien menti, ma femme est une matrone, il m'avait dit. Avec le stress, je me rappelle moins des paroles. Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Vonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne et ça me dit rien.
La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marivonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Je m'arrête là, mais la suite de la chanson, c'est que Marivonne et Anne Sylvestre, c'est la personne qui a écrit la chanson, se liguent entre elles face à cet homme qui... décidément n'est pas très respectable, ou pas très respectueux plutôt. Une autre chose dont je me rappelle de cette époque-là, de cette époque du lycée, donc où j'ai vu ce documentaire de Lina, c'est un cours de SVT, Sciences et la vie de la Terre. Et dans ce cours, notre prof nous montre un graphique qui montre les émissions de gaz à effet de serre en fonction de l'alimentation qu'on a. Et ce graphique a vraiment été un choc pour moi de voir les émissions de gaz à effet de serre en fonction de ce que l'on mange. Pour essayer de rendre ça un peu visuel, je vous ai fait un petit truc. Alors, pour être en bonne santé et avoir un corps qui fonctionne, il faut tout un tas de choses, et il faut notamment des protéines. Et les protéines, on peut les trouver soit de manière animale, avec de la viande, ou des produits laitiers, ou des œufs, et on peut aussi les trouver de manière végétale. Dans ce cas-là, il faut associer des légumineuses avec des féculents, ce genre de choses. Et en fait, les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, elles remplissent la même fonction dans l'organisme, juste elles n'ont pas la même source. Et donc ce graphique, il nous explique que pour 100 g de protéines, si on choisit de faire avec des lentilles, ça fait 1 kg de CO2. Maintenant, si on choisit pour la même quantité de protéines, donc le même apport pour l'organisme, de faire ça avec du bœuf, ça fait 50 kg de CO2. 50 kg, c'est à peu près mon poids, mais voilà, je fais un peu plus, mais plus ou moins quoi. Et donc je comprends à ce moment-là qu'il y a un ordre de grandeur qui va vachement dans le sens des protéines végétales. À ce moment-là, on est à peu près au moment de la COP21 à Paris. Et en fait, l'enjeu climatique, c'est quelque chose qui me préoccupe de plus en plus. La question environnementale, elle est importante pour moi depuis longtemps aussi. Et je vois là une super occasion pour réduire mon empreinte carbone. Un autre élément que j'apprends, celui-là un peu plus tard, c'est toujours sur cette question des protéines animales ou végétales et d'où est-ce qu'elles viennent. Et ce que ça consomme en termes de ressources, c'est le ratio sur la surface utilisée. Pour du coup 100 g de protéines de bœuf, il faut 160 mètres carrés pour faire les protéines. Par contre, si on veut faire 100 g de protéines de lentilles, il faut 4 mètres carrés. Ça, c'est à nouveau un ordre de grandeur un peu intéressant à avoir en tête. Parce que, en fait, on vit sur une planète qui a des ressources limitées, qui a une surface terrestre limitée. Voilà, si on veut produire de l'alimentation en quantité suffisante pour tout le monde, il y a un enjeu à essayer de réduire potentiellement la surface qui est nécessaire, ou les émissions de gaz à effet de serre, ou tout un tas d'autres choses. Donc on est au lycée et je décide de devenir végétarienne. Donc c'était à peu près il y a 10 ans, et à cette époque-là, c'était pas encore trop répandu. Il y en avait, mais un peu à la marge. Et quand je deviens végétarienne, ma mère me dit « Ah par contre, j'espère que tu ne deviendras jamais végane. Végétarienne, ça passe encore, mais vraiment végane, c'est un peu n'importe quoi, ou c'est pas possible, quoi. » Et à ce moment-là, je l'ai rassurée, je lui ai dit « Mais non, mais jamais, enfin, c'est beaucoup trop compliqué, enfin, je passerai pas ce cap, quoi. Végétarienne, c'est déjà bien. » Bon. 5 ans plus tard, tac. Ça va pas marcher, mais on imagine. Je suis végane. Donc ça, c'était à peu près il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis végane. Et du coup, la différence entre végétarienne et végane, c'est que quand on est végétarien, on mange pas de viande, on mange pas de poisson.
Et quand on est vegan, on essaye le plus possible d'éviter tout produit dans l'alimentation, mais dans d'autres aussi aspects de la vie, des choses qui viennent de l'exploitation des animaux autres qu'humains. Donc les produits laitiers, les œufs, le cuir, la laine, la cosmétique, les os, enfin voilà, ça peut être dans plein de domaines. Mais moi je vais surtout me concentrer sur l'alimentation parce que c'est ce qui est le plus fréquent, on va dire, dans mon quotidien. Et donc c'est très fréquent dans mon quotidien parce que on mange à peu près 3 fois par jour, quand on a la chance de pouvoir manger comme on le souhaite. Et souvent, à ces repas, je ne suis pas seule, donc je mange avec d'autres personnes qui sont un peu étonnées que je sois végane. En préparant cette conférence, j'ai essayé d'identifier un peu c'était quoi les grands sujets qui reviennent en général quand on me pose des questions, parce que forcément, en fait, ça ne laisse pas les gens indifférents. Un grand sujet qui revient souvent, c'est l'écologie. Par exemple, je vais commencer par celle-là, elle est marrante parce que au lycée, donc, je suis devenue végétarienne, mais j'ai un ami qui est végane et je trouve ça trop extrême. Et notamment, je lui dis ouais, c'est bien d'être végane, mais du coup, tu manges plein de produits industriels transformés et suremballés, quoi. En termes d'écologie, c'est pas super quand même. Plusieurs années plus tard, cette fois c'est moi qui suis végane et c'est à moi qu'on fait la remarque. Et c'est Stéphane, un ami de mes parents, qui se tourne vers moi et qui me dit oui, enfin, si c'est pour manger du soja qui déforeste l'Amazonie, non merci quoi. C'est 2 exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça pose en fait beaucoup de questions, le fait d'être végane, sur les questions d'écologie. L'autre grand sujet, c'est la santé. Donc la santé, on va beaucoup se soucier de ma santé. Les gens ne sont pas forcément médecins, mais ils vont quand même me demander comment je vais. Donc notamment par exemple ma grand-mère, un de ses premiers soucis, ça a été de me dire « mais tu dois avoir plein de carences alors, c'est un peu dangereux ce que tu es en train de faire avec ton alimentation ». Une autre fois, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une association à Strasbourg qui s'appelle Les Petites Cantines et où du coup on prépare des repas tous les jours pour manger ensemble le midi. Et il y a une des personnes qui vient manger un midi qui me dit « mais si tu es obligé de manger, tu es obligé de prendre des compléments alimentaires, c'est pas très pérenne. Il y a un truc qui va pas là. » Parce que notamment quand on est végane, mais les personnes qui sont végétariennes, ça leur arrive aussi, on prend de la vitamine B12. C'est une vitamine qui n'est pas présente dans l'alimentation entièrement végétale. Dernier sujet, la convivialité. Le fait d'être végane, tout de suite, ça va poser des questions sur les temps sociaux, les temps où on se retrouve avec d'autres gens qui mangent différemment et comment on fait quand on ne mange pas comme tout le monde. Ça c'est marrant parce que c'est un exemple d'une fois quand j'ai été manger chez Éloi et Mélanie qui sont dans le public. Et il y a une amie qui dit bon mais tu bois de l'alcool au moins. Et ça, quelques mois plus tard, mais ça peut arriver assez régulièrement, je suis invitée chez une amie qui invite d'autres amis. Et à la toute fin du repas, ils n'avaient pas spécialement fait attention au fait que le repas était entièrement végétal, mais la personne qui invite l'explique. Et elle dit bah oui parce que Lucie est végane. Et là il y a le monsieur du couple qui se tourne vers moi qui fait ah donc t'es chiante en fait. Un peu en rigolant mais un peu... On sent que quand même. Il y croit un peu à ce qu'il dit. Bon. Quand je me retrouve dans des situations de ce genre-là, où en général en plus il y a plusieurs sujets qui se mélangent, hein. Il y a une personne qui va me parler d'écologie, une autre de santé, une autre de convivialité, tout le monde va, on va dire, avoir son avis sur la question.
Je prends pas le temps potentiellement de répondre. Peut-être une chose par-ci, une chose par-là. En fait, il y a tellement de choses que c'est pas possible. Et puis, à un bon moment, j'ai faim, donc j'ai juste envie de manger et je coupe court à la conversation, quoi. Voilà, pendant longtemps, j'ai continué à vivre ma vie tranquillement avec ce régime alimentaire sans forcément me poser plus la question. Mais j'ai commencé à ressentir de la frustration de ne pas pouvoir expliquer de manière plus complète en fait dans mon quotidien pourquoi est-ce que je suis végane. Et notamment, un problème que j'ai identifié, c'est que dans l'ensemble des sujets qui sont abordés, il y a un sujet qu'on n'aborde jamais, ou presque, c'est les animaux. C'est les grands absents de la discussion. Alors que, en fait, c'est la raison pour laquelle je suis plus seulement végétarienne, mais aussi végane. Et c'est compliqué, en fait, que ce soit le sujet qu'on n'aborde pas, et que j'ose pas trop aborder non plus, parce que c'est un sujet qui m'émeut beaucoup. Donc... j'ai pris des mouchoirs. Si jamais je pleure, il ne faut pas s'inquiéter, j'arrive à respirer un bon coup et après ça va mieux. Mais dès qu'on parle des animaux, en fait, ça m'émeut beaucoup et j'ai beaucoup plus de mal à expliquer. Et c'est d'autant plus compliqué que je suis une femme et que si je me mets à pleurer en parlant des animaux, on va tout de suite me renvoyer le fait que je suis hypersensible, que je pleure pour rien. Que, il faut que je m'y fasse, que c'est dans l'ordre des choses que de manger les animaux et que, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, j'ai pas envie de servir le sexisme, le patriarcat et de dire, oui, les animaux, ça me touche et ça me donne envie de pleurer. Et ça rend pas pour autant moins valide tout ce que je dis par ailleurs, quoi. Le fait de passer de végétarienne à végane, ça s'est passé quand j'étais à Leipzig. Alors je vous emmène à Leipzig, c'est en Allemagne, plutôt du côté de Berlin. Et du coup, c'est une ville super dynamique où il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes, où je me suis beaucoup plu. Pour vous planter un peu le décor, je vous raconte une scène de dimanche. Un peu comme chez mes parents quand j'étais adolescente, je trouve des grands-parents d'adoption qui m'invitent presque tous les dimanches à déjeuner. Et donc Sibylle et Jürgen sont adorables et la première fois que je vais manger chez elles et chez eux, je dis oui mais je suis désolée, je ne mange pas de produits d'origine animale. Et voilà, c'était des personnes qui ont 65, 70 ans et je m'attends à ce que la personne soit un peu décontenancée, me dise je sais pas trop comment faire, qu'elle comprenne pas. Et Sibylle a une réaction hyper charmante, elle me dit mais il n'y a pas de souci, mon fils est cuisinier, il aime bien les défis, il aura sûrement des idées de plats, etc. Viens manger dimanche, il n'y a pas de souci. Et donc j'arrive le dimanche et là dans mon assiette, des choux de Bruxelles. Youhou, c'est la fête. À ce moment-là, j'ai à peu près 20 ans et j'ai jamais mangé de choux de Bruxelles de ma vie. Mes parents n'en ont jamais cuisiné à la maison, eux-mêmes convaincus, je pense que ce n'est pas très bon. Et donc, je suis contente d'être invitée, je suis contente d'être là, mais je tire un peu la tronche parce que potentiellement je vais pas me faire trop plaisir en mangeant. Et on commence à piquer dans l'assiette. Et là, incroyable, c'est délicieux. Sibylle a fait ça super bien. J'ai appris plus tard qu'en fait il faut les faire cuire un peu, pour enlever l'amertume, les faire pré-cuire à la vapeur et puis après rissoler à la poêle avec un peu d'huile. C'était hyper croustillant à l'extérieur, hyper fondant à l'intérieur et c'était super bon. Voilà. Donc j'étais super contente à 20 ans de découvrir que les choux de Bruxelles ça pouvait être super bon. Bon par contre c'est super cher, hein. J'ai voulu en prendre à la Biocoop la dernière fois,
encore un peu cher pour moi. Donc Leipzig, c'est un moment où je m'intéresse à plein de sujets sur la manière dont la société fonctionne et je découvre tout un tas d'autres ismes. Donc il y a le sexisme et je découvre un petit nouveau, le spécisme. Alors, le spécisme, en fait, sur le même modèle que le sexisme, c'est une discrimination, le fait de juger qu'il y en a un qui est mieux et un l'autre qui est moins bien, mais basé sur l'espèce, plutôt que sur le sexe. Donc, en gros, le spécisme, c'est de dire les êtres humains, ça vaut mieux que les vaches et tous les autres animaux qui ne sont pas humains. Et voilà, et moi ça me parle parce qu'en fait, à cette époque-là, je suis déjà assez intéressée par le féminisme, la lutte contre le sexisme, et le parallèle fait sens. En tout cas, je commence de manière en tout cas intellectuelle, à beaucoup plus m'intéresser à cette question. Et il y a notamment un podcast qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau, qui fait un super travail pour expliquer tout un tas de choses autour de ce sujet. Et donc ce lien entre spécisme et sexisme, ça me fait penser à des choses que j'ai vécues adolescente et que je n'avais pas conscientisées à l'époque, mais qui pour moi résonnent assez fortement. La première chose que j'ai vécue, c'est une fois j'étais chez mes grands-parents en vacances, et je prends une douche, j'ouvre la fenêtre pour aérer à cause de la vapeur, etc. Et je sors de la douche, je suis nue et j'entends à l'extérieur, dans la rue, des rires. Je me retourne et là, par la fenêtre, je vois qu'il y a un groupe de jeunes hommes qui sont en train de me montrer du doigt, de rire très fort. Et je suis tétanisée. Ils sont en train de m'observer dans la salle de bain, voilà, sans que je le veuille, et de trouver ça très drôle. Donc je me baisse très vite et j'attends que ça passe, j'attends que les rires s'arrêtent. Au bout d'un moment, ça finit par passer, puis je me relève, je ferme la fenêtre, voilà. Et je redescends, je sors de la salle de bain et j'en parle à personne. J'intègre le fait que, voilà, il y a des hommes qui peuvent se moquer du fait que je sois nue. Quelques semaines plus tard, j'ai l'impression que c'était à peu près à cette époque-là, en tout cas dans mon souvenir, c'est un peu à la même époque. On va avec mes parents dans un zoo et on fait le tour des enclos et à un moment donné, on s'arrête devant l'enclos des chimpanzés et là il y a une chimpanzé qui est en train de donner le sein à son bébé chimpanzé. Et puis je regarde cette femelle, je suis avec mes parents, ma sœur et tout un tas d'autres humains, puis on est tous à côté les uns des autres et puis on regarde cette femelle, et on la montre du doigt, il y en a qui rigolent, et là je m'attends à ce que la chimpanzé juste elle se baisse, et qu'elle dise mais qu'est-ce que vous faites? Et en fait à ce moment-là je suis rentrée en empathie vraiment très très forte avec cette chimpanzé. Je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est en train de l'observer dans son intimité alors qu'elle n'en a probablement aucune envie? Je pourrais vous chanter un petit extrait de Démembrement, qui est une chanson qu'on a réécrite avec d'autres personnes il y a à peu près un mois. Mais je sens que je suis déjà un peu émue, donc si je m'arrête, faut pas s'étonner. J'étais un être non humain, j'étais un chat, une vache, un lion, j'étais choyé ou exploité, hiérarchisé sans vraie raison. Je n'ai pas connu une vie facile, on y est mon identité. Je suis née ici pour mourir, mais où est donc ma liberté? C'est la photo capitalisme, si la vie des champs disparaît. C'est la photo système spéciste, si de ma vie on me défait.
J'étais une truie rêveuse et gaie, j'étais animal dans les prés. J'étais une truie rêveuse et gaie, mais à l'élevage destiné. Je n'étais qu'un ventre à remplir, mais c'était ainsi qu'on m'élevait. Les grossesses l'une après l'autre et mes petits qu'on retirait. C'est la photo, système spéciste, si toute ma vie n'est qu'un programme. J'espère pour mes filles une vie libre et pour mes fils une mort au calme. Ce parallèle entre ce que j'ai vécu adolescente et ce qu'il y avait avec cette chimpanzé, ça me donne envie d'être en solidarité en fait avec les animaux autres qu'humains et ce qu'ils vivent. Je me sens directement touchée par ce qui leur arrive. Et quand je dis que je suis végane, c'est difficile d'arriver à ce point-là ou de dire en fait c'est un geste de solidarité. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends pour moi-même. Pour donner quelques chiffres et une situation un peu objective, entre guillemets, de la situation, je vais vous parler de la situation française. En France, on est à peu près 70 millions d'humains et d'humaines. Il y a à peu près 30 millions d'animaux dits de compagnie, donc des chiens, des chats et un peu plus large que ça. Et chaque année, il y a 1 milliard d'animaux autres qu'humains qui sont tués pour être mangés ou utilisés dans l'industrie. Parmi ce milliard d'animaux non humains, ça veut dire à peu près 3 millions par jour, il y en a 94%, à peu près 90% en tout cas, qui sont élevés de manière industrielle. C'est un ordre de grandeur qui est peut-être à préciser, mais en tout cas, on est plutôt du côté du 90% que du 10 ou 20%, quoi. Alors, pour arriver à ce nombre d'animaux qui sont tués chaque année en France, il faut reculer un petit peu dans le temps et aller jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à peu près pour comprendre l'industrialisation qu'il y a eu de l'élevage. Donc après la guerre, les pays européens sont mal en point, ils ont besoin de doper la production agricole et la production alimentaire. Et donc le but c'est de produire le plus possible, de manière la plus intensive possible, à la fois des céréales, mais aussi des animaux qu'on va abattre. Pour parler de ce qui se passe dans les champs, je vais prendre la chanson Remembrement, qui est la version d'origine de laquelle a été adapté le chant que je vous ai chanté tout à l'heure. J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière, j'étais un pays humble et beau, des percherons j'étais le berceau. Je n'étais pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé comme le cidre désaltéré. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les ont arraché. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, les vertes prairies ils ont drainé, l'Europe verte m'a torturé. C'est la faute au remembrement si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement si plus rien n'arrête le vent. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les champs. On arrache les haies pour faire passer des tracteurs qui vont pouvoir faire des monocultures céréalières très intensives, comme on les connaît en Alsace avec le maïs.
Ça, c'est ce qui se passe dans les champs, mais il se passe aussi des choses dans les étables. Et du coup, dans les années 70, tant pis, il y a des techniciens, dont on parle aussi un peu dans la chanson, de l'INRA, donc, qui vont aller voir les éleveurs pour leur expliquer comment il faut faire de l'élevage. Oubliez que le cochon est un animal. Traitez-le comme une machine dans une usine. Planifiez les traitements comme vous le feriez pour la lubrification des rouages. La saison de reproduction est la première étape d'une chaîne de montage et la commercialisation est la livraison de produits finis. Donc à cette époque-là, on explique aux éleveurs qu'il faut se détacher de l'animal, ne plus le voir comme un animal, mais comme un être sensible, mais comme une machine à produire de la viande, du lait, et dont le but est d'être le plus productif possible. Et donc pour ensuite absorber toute cette... comment dire ? J'ai pas envie de dire production parce que c'est des animaux et ils sont pas produits, mais en tout cas pour prendre en charge tous ces animaux qui sont élevés de plus en plus nombreux et de manière de plus en plus intensive, il faut des infrastructures pour ça et notamment des abattoirs. Et dans les abattoirs, c'est pas n'importe qui travaille, c'est des personnes qui sont ouvrières, qui travaillent à la chaîne dans des conditions extrêmement difficiles. À l'abattoir où je bosse, j'en serre des mains fauchées. Au vestiaire, je vois des jambes de bois, que des gars enfilent avant de mettre leur blouse et leur cotte de maille. Cette semaine, on m'a changé de poste. Je ne nettoie plus la merde, les panses, les cornes, le sang, le gras, la mort des bovins, puisque avec mes mauvais yeux et mes lunettes, j'y voyais trop mal et laissais passer trop de déchets. Je déplace des carcasses suspendues en hauteur à des rails. Un boulot physique. Ce sont des quarts de bœufs ou de vaches ou de taureaux ou de jeunes bovins. Soit environ 100 kilos le quartier. Je pousse les carcasses par 8. Je fais des gestes de pilier de rugby et de chef de gare qui aiguillent ces carcasses et les orientent et les poussent vers des lignes, commandes, supermarchés, désossages, prêts à découper ou autres voies de garage. Je me suis pris une carcasse sur la botte de sécurité. J'avais mal fait mon aiguillage. Le pied gauche est noir et violet, malgré la coque. Heureusement qu'elle était là, sinon le tranchant de la carcasse me rendait infirme. Je demande au chef combien de temps durera la mission. Il me répond « Tant que tu seras gentil ». Tant qu'il sera sage. C'est Joseph Pontus qui a écrit ce passage, qui était travailleur social en région parisienne et qui a suivi sa compagne en Bretagne, et puisqu'il ne trouvait pas de travail dans son domaine de formation à l'origine, il est intérimaire dans des usines aussi de sardines, dans tout un tas de choses de l'industrie agroalimentaire. Et donc il décrit très bien les conditions de travail des ouvriers dans ces secteurs-là. Moi, de mon côté, je suis plutôt épargnée par ces questions de travail extrêmement dur. Je suis étudiante, encore plus ou moins. Et quand j'ai commencé à étudier, je suis notamment allée à Strasbourg. Et donc à Strasbourg, je me suis installée en colocation avec d'autres personnes dans un lieu qui s'appelle le Château, parce qu'on avait un appartement avec de très hauts plafonds. Et donc on vivait dans cet appartement et c'était notamment au moment du confinement. Donc en fait, on avait pas mal de temps à l'appartement, les cours étaient suspendus ou en ligne. Et on avait plein de temps pour cuisiner ensemble et se faire plaisir.
Et j'avais de la chance parce que mes colocs étaient super ouverts à l'idée de faire des plats véganes. Donc on a pu se faire plaisir et notamment ma recette favorite c'était les lasagnes. Et j'ai découvert que c'était possible de faire de la bolognaise, de la béchamel, des légumes, enfin tout ce qu'on peut mettre éventuellement dans des lasagnes 100% végétales et que c'était super bon. Et donc voilà, on apprend plein de recettes et on se fait plein de choses bonnes à manger et on passe un super moment. Mais ça c'est possible parce qu'on a des conditions de vie qui le permettent, on a des parents qui nous soutiennent pour financer nos études, on a du temps donc on peut aller faire les courses et trouver ce qu'il faut, on peut se renseigner en ligne pour trouver des recettes, enfin voilà, on a tout un tas de conditions qui font que c'est possible, notamment liées à notre classe sociale plutôt privilégiée. Et quand je suis à Strasbourg, du coup, je m'engage dans les milieux écologistes. Et dans les milieux écologistes, souvent, il y a des rassemblements avec des tonnelles où on va parler de l'eau, des terres, de tout un tas de choses. Et à cette occasion-là, je rencontre notamment plein de personnes de la Confédération paysanne. La Confédération paysanne, c'est un syndicat agricole minoritaire qui défend une vision de l'agriculture qui est non productiviste, donc qui s'inscrit un peu à contre-courant de ce qui est encouragé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui sont plutôt à gauche sur l'échiquier politique. Et en rencontrant toutes ces personnes, je suis aussi amenée à faire des visites de ferme. Donc on va dans les fermes voir ce que font ces personnes qui essayent de faire quelque chose qui soit qui soit mieux pour l'environnement, quoi. Il y a une visite de ferme qui m'a beaucoup marquée, c'était une visite de ferme laitière, donc un élevage laitier. Parce que quand on fait de l'élevage, soit on fait de l'élevage pour la viande, soit de l'élevage pour le lait, c'est des pratiques différentes. Et donc là, c'était un producteur qui devait avoir 20-30 vaches, pas un très gros cheptel, donc plutôt petit élevage extensif. Mais il était un peu embêté et poussé en fait à avoir recours à un robot de traite pour pouvoir traire ses vaches sans avoir besoin de se lever trop tôt et puis pour avoir aussi plus d'efficacité et pouvoir faire face à la concurrence sur le marché. Et donc on visite cette ferme et moi je suis bénévole photographe parce que je fais partie d'une association qui fait des photos dans des événements de ce genre-là. Et donc je suis chargée de faire les photos sur cette ferme. Et plus on avance dans la visite, plus je me sens mal à l'aise. Normalement, c'est une petite ferme où on traite les vaches plutôt correctement, mais je me sens pas bien. Je vois les vaches qui sont enfermées. Il se trouve que ce jour-là, il faisait pas beau, donc elles n'avaient pas le droit de sortir, sinon elles risquaient d'abîmer les champs. Et puis elles ont toutes autour du cou un collier qui les traque, c'est-à-dire qui enregistre en fait leur production laitière chaque jour et qui les empêche de sortir si elles n'ont pas donné leur lait. Et puis l'éleveur nous explique que en fait, pour que les vaches s'habituent au robot de traite, il faut un petit peu leur forcer la main parce que elles n'aiment pas trop ça. Donc on les fait venir avec de la nourriture pour qu'elles aient envie de manger et qu'elles restent à côté de la machine. Mais la machine fait du bruit, les effraie, donc elles ne se laissent pas trop faire. Et puis, on passe du côté où il y a la machine, du coup, il y a une vache qui rentre pour se faire traire. Et puis, il y a des personnes autour de moi qui disent « Mais du coup, comment vous faites avec les veaux? Ça doit être assez dur de les séparer à la naissance. Il doit y avoir un attachement, ça doit être compliqué. » Parce que, en fait, pour qu'on puisse récupérer le lait des vaches, il faut qu'elles aient été mises enceintes et qu'ensuite on leur retire le veau pour qu'on puisse, nous, avoir le lait, parce que sinon, c'est les veaux qui vont utiliser ce lait. Et donc les veaux sont envoyés à l'abattoir et le lait est prélevé.
Et on a la machine qui enregistre en fait tout ce que les vaches produisent comme lait. Et si jamais il y a une vache qui produit moins de lait ou qui perd en efficacité, et ben, potentiellement elle peut être aussi envoyée à l'abattoir parce qu'elle n'est plus assez rentable. Et donc moi je suis avec mon appareil photo et je zoome sur le pied de la vache qui est en train d'être trait. Et il y a les ventouses qui se sont accrochées au pied, qui se retirent et je vois que les pieds de la vache sont un peu, il y a un peu de sang dessus. Et donc c'est censé être fait pour pas qu'elles aient mal, mais ça arrive qu'il y ait des dysfonctionnements, qu'elle ait le pied sale, que ça s'irrite, enfin il y a tout un tas de choses. Et à ce moment-là, je dois sortir parce que c'est trop à supporter. Mais je me dis, bon bah, qu'est-ce que je peux faire? Vu que j'ai envie d'être solidaire de ces vaches et de ce qui leur arrive. Et ben, j'essaye de prendre des photos qui transmettent un peu ce que je ressens. Donc je prends des photos derrière les barreaux pour qu'on voit bien qu'elles sont enfermées. J'ai la photo du pis avec le sang. J'essaye de documenter en fait ce qui, moi, me paraît injuste, profondément injuste. Et ben, avec tout ça, en fait, je me retrouve dans une situation un peu compliquée parce que les gens de la Confédération paysanne, je les aime bien. Ils sont sympas, ils ont plein de choses super intéressantes à proposer sur le monde agricole et sur comment on pourrait faire autrement. Mais pour la plupart, c'est des éleveurs. Et comment ? Je suis en permanence tiraillée entre comment dire ? Mon engagement vegan, où je vais avoir l'impression de trahir cet engagement parce que je discute avec des éleveurs, et des éleveurs que j'ai l'impression de trahir parce que je pense qu'il faut qu'ils arrêtent leur métier, ou qu'ils fassent autre chose en tout cas. Et c'est pas facile à naviguer. Bon. Heureusement, pour naviguer tout ça, il y a plein de personnes super intéressantes qui écrivent des choses. Par exemple, je peux vous parler de Fahim Amir, qui est un philosophe autrichien, et qui fait le constat, un peu comme moi, que la défense des autres espèces, c'est quelque chose qui passe au second plan, même à gauche. Et pour ça, il dit, ben, la gauche est de droite sur la question animale. C'est un angle mort, ou c'est quelque chose qui n'est pas abordé, ou trop peu, qui devrait être pris en considération. Il y a Myriam Baafou, qui est une militante et philosophe écoféministe et qui a dit cette phrase une fois dans un podcast qui m'est resté sur le fait que les laits et les œufs, c'est une exploitation de la maternité. Et donc là, on retrouve ce parallèle que moi j'avais senti entre sexisme et spécisme. Où ben, pour qu'on ait du lait et des œufs, notamment du lait, il faut qu'on mette des femelles en gestation, puis qu'on leur prenne leurs petits, puis qu'on prenne le lait. Et ça devient seulement des machines à produire, quoi, et à engendrer des bébés. Et il y a tout un contexte aujourd'hui avec des histoires de réarmement démographique, etc. Et moi, en tant que femme, ça me botte pas trop comme projet. Le fait d'être utilisée pour mon ventre et ma capacité à faire des enfants. Alors que ça peut être des belles expériences choisies, quoi. Dernière personne que j'aime beaucoup aussi, Kautar Archi, qui, ben, en fait, a écrit un livre il n'y a pas longtemps et qui le théorise très bien, c'est que pour elle, tous les points communs, ou en tout cas beaucoup de systèmes d'oppression ont en commun le fait d'animaliser les personnes qui sont en bas de la hiérarchie. Donc le sexisme et le spécisme, ça repose là-dessus.
Quand on est une femme, on peut être traité de chienne, de guenon, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? De poule. Voilà. Alors il y en a qui sont plus ou moins gentils, il y en a qui sont plus infantilisants, d'autres qui sont plutôt dégradants ou humiliants. Et c'est le cas pour plein d'autres groupes minorisés, quoi. Ça tiendra pas, mais vous avez compris. Parce que bon, je parle de sexisme, de spécisme, mais il y en a plein d'autres. Il y a le racisme, bien sûr, le classisme. Alors, selon la classe, on peut dire que, je sais pas, les ouvriers ou les personnes d'origine populaire sont des moutons ou sont... qu'est-ce qu'on peut dire enfin, il y a tout un tas de qualificatifs extrêmement péjoratifs qui sont utilisés pour parler de ces personnes-là. Et donc toute la thèse de Kautar Archi, c'est de dire, si on remet en cause le spécisme, si on considère que c'est pas forcément mieux d'être humain que d'être un animal, on peut pas utiliser ces qualificatifs et ces noms d'animaux pour dégrader les personnes et les rabaisser. Parce que pourquoi est-ce que ce serait moins bien d'être une vache ou un lion ou un cafard que d'être un humain? Pour terminer, je vais vous parler d'un animal en particulier qui s'appelle Philippe. J'habite avec Philippe, c'est un chat. Et avant de rencontrer Philippe, moi je pensais que j'adorais les chats. Quand j'étais petite, il y avait des chats à la maison. Et puis le premier soir où j'ai rencontré Philippe, je suis arrivée dans l'appartement, j'ai posé mon sac, il a pissé dessus. Et je me suis dit, peut-être que j'aime pas tous les chats. C'est un individu comme un autre et j'ai moins d'atomes crochus avec lui. Il n'empêche qu'on cohabite. Et j'habite dans une maison où il n'y a pas de chatière, donc c'est à nous les humaines de lui ouvrir pour qu'il puisse sortir, se balader, faire sa vie. Et en hiver c'est compliqué parce qu'il fait froid, il se décide, il sort, il rentre, il sait pas trop ce qu'il fait et du coup il fait froid dans la maison donc des fois je ferme la porte même s'il aurait eu envie de rester juste sur le pas de la porte. Et puis à ce moment-là il est fâché, il s'énerve contre moi, il m'attaque les jambes ou il se fâche quoi. Et le réflexe qui vient un peu spontanément à ce moment-là c'est d'affirmer sa supériorité, de dire mais oh qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui commande, entre guillemets, arrête le chat. Alors que en fait, je suis juste en train de l'empêcher d'avoir accès à un de ses, on va dire, besoins fondamentaux qui est de se balader ou de circuler librement. Et enfin voilà, qui suis-je pour l'empêcher de vivre sa vie, quoi. Donc c'est pas parce que je suis végane que j'ai complètement mis de côté le spécisme et que ça ne me concerne plus en fait. Je vis totalement dedans. Donc quand je suis en relation avec des animaux autres qu'humains, ça m'arrive d'avoir des comportements qui sont pas hyper respectueux forcément. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sarah la Crieuse. C'est une personne qui fait des vidéos en ligne. Et il y en a notamment certaines qui ont beaucoup circulé, qui ont eu beaucoup de succès. C'est une personne qui, comme beaucoup d'autres femmes, se fait embêter dans la rue par des hommes, etc. Et elle a trouvé une technique un peu imparable pour les faire fuir, c'est d'imiter des animaux. Et j'aurais bien aimé avoir vu ces vidéos au moment où j'étais dans ma salle de bain et qu'il y avait des mecs qui me regardaient dehors. Parce que si je m'étais mise à faire... Peut-être qu'ils auraient eu peur, ils seraient partis vachement plus vite que si j'avais attendu qu'ils s'en aillent, quoi. Et comment ? La chimpanzé qu'on avait vue au zoo, elle s'est pas baissée, mais par contre, elle s'est retournée. Elle avait son petit et au bout d'un moment, elle nous a tourné le dos. Et il y avait quelque chose de très digne en fait dans ce qu'elle a fait, de juste se dire j'ai pas beaucoup d'espace de marge de manœuvre ou quoi que ce soit, mais ça vous l'aurez pas. Je me retourne et vous verrez pas ce que je suis en train de faire.
Et puis les vaches de la ferme laitière dont je vous parlais, en fait, quand le retraite les embête aussi, elles donnent des grands coups de pied, paf, comme dans la chaise d'Augustin un peu. Et elles se laissent pas faire. Et voilà, c'est une des choses que j'ai aussi envie de faire en tant que végane, c'est de visibiliser les moments où les animaux ne se laissent pas faire, où ils refusent. Parce qu'en fait, je pense que ça peut être source d'inspiration pour d'autres luttes, et pour la lutte féministe, par exemple. Et l'horloge sonne, et du coup, je vais chanter la chanson finale. C'est un chant qui a été écrit au départ pour célébrer la joie de faire du vélo entre copines et copaines. Et donc là, c'est une réécriture que j'ai faite pour l'occasion. Sur les routes alsaciennes, une cigogne et une humaine, cohabitantes du riz dont les yeux un peu humides. Dans la plaine céréalière, un peu hostile, un peu austère, moi je n'ai peur de rien du tout, je partage le pain, le tofu. La campagne aux pesticides, fatale pour les arachnides, avec toutes ces monocultures périssent tant de créatures. Comme on se moque des machos, qui parlent que de leur biscotto, s'ils mangeaient un peu de laitue, ils nous casseraient moins le cul. Dans mes mollets bronzés poilus, assez de colère et de vécu, pour me sentir animal et refuser leur traitement brutal. La campagne, champ de jeu, pour les mômes comme pour les bœufs. On arrêterait l'enfermement, ce serait mâchement plus marrant. Nous refusons l'élevage, nous sortirons de la même cage. À coups de canine et de crocs, nous briserons tous les barreaux. La campagne repeuplée, des cuirs avec leurs paniers, tout plein de fruits et de bonnes noix, on aurait viré le patriarcat. La campagne humaine, un changement fort radical, mais nous, parce que ça nous branche, on va se retrousser les manches. Nous sommes fortes et fiers, et animales et en colère, miso partout, bouffés des glands, voici le gang des hyènes des champs. Nous sommes fortes et fiers, et animales et en colère, canards tout doux, bisous sur vous, et venez jouer avec nous. Miso partout, prenez garde à vous, ou bien vous passerez au fait-tout. Merci beaucoup d'être resté, d'avoir écouté. Je suis assez curieuse de discuter avec vous autour d'un buffet entièrement vegan, grâce aux super mains de Mels et Yélise et un peu les miennes. Et voilà, et si vous avez envie de rester, papoter un peu, n'hésitez pas. Si vous devez partir, ne vous sentez pas gêné de partir. Et on va sûrement mettre une petite caisse à l'entrée si jamais vous voulez donner un peu d'argent. Voilà.